Shalom, frères et sœurs, bienvenue à votre émission Entre nous femmes. Vous le constaterez aujourd'hui à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, ma foi, ne s'entend pas souvent dans nos maisons, autour de nous, à l'hôpital. Un sujet qui souvent suscite l'étonnement de toutes ces personnes-là qui entendent parler. Nous parlons aujourd'hui de cancer, mais de cancer des enfants. Bienvenue sur notre plateau. Vous verrez que j'ai introduit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes 6 aujourd'hui sur notre plateau pour débattre en long et en large de ce sujet. Mais avant, je voudrais saluer la belle dame qui nous a donné cette ravissante fille, Madame Logo. Manuela, comment tu vas? Alors, je vais super bien et je suis vraiment très heureuse qu'on aborde ce sujet-là. D'abord pour les parents ou les personnes qui ne connaissent pas ce dont on va parler, qui n'ont vraiment pas d'informations à ce sujet, ça va leur ouvrir les yeux là-dessus. Et pour ceux qui traversent cette difficulté, c'est bon qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés et qu'ils puissent avoir aussi des pistes pour pouvoir affronter cette difficulté-là avec plus de force et plus de sérénité. Tu savais que le cancer des enfants existait au niveau des enfants? Oui, effectivement, tout parent, normalement, on entend parler de maladies, hein, et on voit plutôt des cas, c'est assez rare comme tu le dis, mais souvent on voit dans le voisinage des enfants qui sont atteints de façon dramatique et quand on demande, on te dit c'est un cancer, il n'y a pas plus de détails. On dit juste cancer, quand on entend cancer, vraiment, il y a une angoisse, une friction qui passe parce qu'on voit déjà la gravité de la chose. Donc on ne sait pas grand-chose, mais en tout cas la peur est là quand on entend cancer. Tous les parents ont peur. Exactement. Alors, ce soir, on aura plus de détails avec nos différents invités que je vais présenter. Alors, juste à ma gauche, nous avons le docteur Ndoumi Kwaku Max. Il est oncologue, oncopédiatre à l'unité d'oncologie pédiatrique du sud de Trècheville, assistant hospitalier. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Voilà, avec vous, nous savons que nous allons en apprendre assez ce soir sur le sujet du cancer au niveau des enfants. Alors, juste à côté du docteur, nous avons Monsieur Kwame Diesouan Jean-Marie, manager de projet humanitaire, coordinateur local ONG Solterre. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Tout à l'heure, nous allons en savoir un peu plus sur ce que c'est qu'un manager de projet humanitaire et surtout un coordinateur local au niveau de l'ONG Solterre. Juste à sa droite, c'est ça, nous avons une belle jeune dame qui est avec nous. Bonsoir. Elle se nomme Mademoiselle Togo Adama. Comment ça va? Ça va très bien. Elle est un peu timide. Vous saurez tout à l'heure pourquoi elle est sur notre plateau. Et juste à ses côtés, sa maman, Madame Togo. Bonsoir, Madame Togo. Bonsoir. Comment ça va? Et ça va. Ça va. J'aime ce sourire-là. C'est vrai qu'on parle d'un sujet qui nous touche de près, mais bon, c'est avec le sourire qu'on a la force aussi d'avancer. Alors, bonne arrivée à chacun de vous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est délicat, je le disais entre autres à l'introduction, le cancer des enfants. Moi, particulièrement, c'était quelque chose que j'avais une méconnaissance au niveau du cancer des enfants. C'est lorsque j'étais dans cette fondation qui luttait contre le cancer des femmes là, que j'ai appris qu'il y avait le cancer des enfants. Ensuite, lors d'un concert, j'ai découvert la triste réalité. Voilà, auprès de ces familles-là qui vivaient cette maladie au quotidien. Alors, docteur, le cancer des enfants, qu'est-ce que c'est? C'est un type de cancer précis ou bien il se localise à un endroit précis quand on parle de cancer des enfants ou c'est juste une généralité qui indique plusieurs pathologies en même temps? Je vais vous donner une petite définition du D'accord. cancer pédiatrique. Alors, le cancer pédiatrique, pour faire simple, c'est un cancer qui touche l'enfant. D'accord. Et la définition du cancer, c'est une prolifération anormale des cellules
Alors, cette anomalie porte sur la qualité des cellules et sur la quantité des cellules. Il se trouve que cette anomalie porte, quand elle touche l'enfant de 0 à 15 ans, en ce moment on parle du cancer pédiatrique. Ben, il faut noter que dans notre contexte en oncologie pédiatrique, en cancéropédiatrique, l'enfant est porté jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 19 ans. Donc lorsque ce cancer touche l'enfant de 0 à 19 ans, en ce moment on parle de cancer pédiatrique. Voici un peu pour faire simple, donner une définition, un aperçu de l'oncologie pédiatrique. J'ai lu quelque part hein, que l'OMS nous disait par an, il y a près de 400 000 enfants de 0 à 19 ans qui sont touchés dans le monde hein, par le cancer. Est-ce qu'on pourrait avoir une estimation des chiffres de la Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, l'estimation porte sur 2000 enfants. D'accord. Et ce sont des études statistiques. Hein. Déjà, nous, en oncologie pédiatrique, à Treichville, nous recevons en moyenne 250 enfants. D'accord. Par an? Par an. Diagnostiqués, confirmés. Voilà, nous ne prenons pas en compte ceux qui sont perdus de vue ou qui ne viennent pas jusqu'à l'unité d'oncologie parce qu'il faut pouvoir faire le diagnostic avant de pouvoir mettre ces chiffres-là dans les statistiques. Donc, voici un peu quelques chiffres que nous pouvons mettre à disposition. On peut avoir une idée de la tranche d'âge de ces patients qui sont déclarés? Alors, en 2021, puisque nous avons, pour 2022, nous allons avoir les chiffres bientôt. Mais pour 2021, tout a été chiffré. L'âge des enfants a porté de 1 mois à 16 ans. Un mois? Oui. Wow. Voilà, donc c'était des enfants de 1 mois à 16 ans que nous avons reçus. Pour 2022, nous avons le statisticien que nous avons rencontré, je crois qu'il a fini son travail, on aura les chiffres normalement cette semaine, on doit pouvoir les avoir avant la journée internationale du cancer. D'accord. Si ça me permet, c'est pas contagieux, hein, c'est pas des maladies qui sont dues à la contagion, c'est acquis. Non, vraiment, pardon, c'est acquis, c'est héréditaire. Comment est-ce qu'on se retrouve avec un bébé de 1 mois qui a déjà un cancer? J'allais en venir, excuse-moi Manuela, quelles sont les causes déjà voilà, du cancer et puis ensuite on va en venir à ta question. D'accord, alors c'est une question qui est assez vaste et qui relève véritablement de la spécialité parce que jusqu'à ce jour, il n'y a que 30% des cancers pédiatriques pour lesquels on trouve une cause ou une étiologie. Pour les 70 autres pourcents, le pourcentage de 70, on n'a pas encore de cause du cancer pédiatrique. Alors, l'essentiel des étiologies que nous retrouvons, ou les causes que nous retrouvons, vous avez les maladies, certaines pathologies virales qui peuvent engendrer le cancer chez l'enfant, comme ce qu'on appelle le virus d'Epstein-Barr. Vous avez également le virus de l'hépatite qui peut provoquer des cancers chez l'enfant au niveau du foie. Et vous avez, certaines études ont montré aujourd'hui que certains états de malnutrition persistants peuvent être des facteurs favorisants au cancer. Donc, on parle plutôt de facteurs favorisants. Voilà, des facteurs qui pourraient favoriser la survenue du cancer. Parce qu'en effet, les statistiques sont faites et il ressort que lorsque vous avez ces infections-là, et c'est très souvent que un cancer survient après, voilà, chez ces patients. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir les différents types de cancer au niveau? En Côte d'Ivoire, le premier cancer de l'enfant, c'est le lymphome de Burkitt. Qu'est-ce que c'est? Alors, aidez-nous. Bon, c'est un cancer oui. qui va porter sur les cellules du système lymphatique. Et le système lymphatique prend en compte la rate, le foie, etc. Les ganglions. Et c'est une tumeur qui porte sur les cellules sanguines et qui se manifeste plutôt par des masses. Voilà. Et en comparaison avec la leucémie, elle reste véritablement sanguine, mais le lymphome de Burkitt réalise des masses au niveau de la face, de l'abdomen, etc., des ganglions.
et il touche surtout l'enfant de 5 ans. L'âge, le pic de survenue de ce cancer touche l'enfant de 5 à 6 ans, voire 7 ans. Voilà. Et il est un peu exceptionnel avant 3 ans, et puis chez l'enfant plus âgé, il est exceptionnel. Mais autour de cet âge de 7, 8 ans, c'est à ce moment-là que nous avons le pic de survenue de ce cancer. Un outil. Ensuite, vous avez le rétinoblastome. Le rétinoblastome, c'est le cancer de l'œil de l'enfant. Et lui, il survient très précocement. C'est sûr que cet enfant de 1 mois que nous avons dans nos chiffres, c'est sûr que c'est probablement un rétinoblastome. Et c'est un cancer qui a une composante héréditaire lorsque le rétinoblastome est bilatéral. Lorsqu'il est bilatéral, il y a une véritable composante héréditaire. Docteur, expliquez-nous. Un français voilà. accessible pour nous aider. Voilà. Les gens ne comprendront pas tous. C'est ça. Alors, le rétinoblastome bilatéral, ça veut dire que c'est un cancer qui touche les 2 yeux de l'enfant. Ah, d'accord. Et lorsque le cancer il touche les 2 yeux de l'enfant, il faut faire une enquête génétique chez les parents. Et cette enquête génétique a mis en évidence la composante, la réalité génétique de la transmission. Et donc, une enquête génétique doit être faite chez les neveux, les cousins, dans la famille, pour rapidement détecter, puisqu'il faut rechercher les gènes pathologiques. Lorsque vous les retrouvez, quand ils ont été transmis, c'est des enfants qu'il faut surveiller, faire une surveillance armée, comme on dit dans notre jargon, et veiller à ce que, dès l'instant où il y a les premiers signes, c'est des enfants qu'il faut prendre en charge. Donc, chez les parents, on peut dire que c'est récessif, ils peuvent l'avoir sans manifester la maladie. Voilà, certains parents peuvent l'avoir sans véritablement manifester la maladie. Alors, puisque c'est une maladie qui survient chez l'enfant plus jeune, dès l'instant où vous avez dépassé l'âge de 10-15 ans, vous êtes adolescent, c'est vraiment exceptionnel. Donc, un adulte qui n'a pas fait de rétino, bon, je veux dire, s'il n'a pas fait à 3 mois, 6 mois ou 5 ans, mais bon, à 18 ans, la probabilité pour qu'il fasse un rétinoblastome est assez mince. Donc, c'est quel est le type de cancer? Alors, les différents types de cancers, je vais plutôt vous parler des cancers les plus fréquents en Côte d'Ivoire et particulièrement dans notre unité. Vous avez le lymphome de Burkitt qui est au devant de nos cancers. Il représente à lui seul environ 40% des cancers de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et ceci est valable aussi dans la sous-région. Vous avez le rétinoblastome, c'est un cancer qui a un point de départ au niveau de la rétine. C'est le cancer de l'œil de l'enfant. Ensuite, vous avez le néphroblastome. C'est le cancer du rein. Vous avez la leucémie. Alors, il faut préciser que la leucémie qui était en 4e position est passée à la 3e position. La leucémie, c'est le cancer du sang. C'est le cancer du sang. Voilà. Et ensuite, vous avez les cancers du muscle. Vous avez les cancers des os des enfants. En ce moment, on parle d'ostéosarcome. Donc, à travers ces 5 premiers cancers, qui représentent à eux seuls plus de 80% de l'ensemble des cancers. D'accord. Ensuite, vous avez des cancers un peu plus rares comme les cancers du système nerveux, ce qu'on appelle les tumeurs cérébrales, et qui font partie des premiers cancers en Europe, alors qu'en Côte d'Ivoire, je crois qu'ils font partie des derniers cancers ici. Bon, est-ce qu'il y a un problème de diagnostic? Bon, je crois que la question est posée. Alors, c'est lié à l'alimentation, on ne sait pas, parce que, bizarrement, ils sont plus fréquents sur d'autres cieux qu'ici. La différence majeure, c'est l'environnement. Alors, la réalité, c'est que pour faire le diagnostic de ce cancer, il faut pouvoir faire un scanner. Et ce n'est pas tous les jours que les parents ont les moyens de faire ce scanner-là. Et cliniquement, ça se manifeste par des céphalées chez un enfant, des vomissements, voilà, quelquefois un strabisme, un enfant qui perd quelquefois l'équilibre. Donc, ce n'est pas toujours évident qu'on puisse faire le diagnostic chez ces enfants-là. D'accord, docteur, vous avez mis les pieds dans le plat. Hein. Je voudrais demander quels sont les signes, en fait, qui doivent interpeller les parents pour se rendre à l'hôpital. Alors, la question est bien posée parce que le thème de notre journée cette année
porte sur le diagnostic précoce Oui. et la prise en charge efficiente D'accord. pour sauver des vies. Alors, nous allons, on va essayer de compartimenter. Le cancer de l'œil, le rétinoblastome, il va se manifester par un œil qui brille. Qui brille. Voilà, chez un enfant qui brille dans Larmoyant, larmoyant. Bon, l'œil peut être larmoyant, il peut briller. On peut constater un strabisme récent, un enfant qui a un regard équilibré. Et depuis un moment, on constate qu'il commence à loucher, comme on dit. D'accord. Alors, ce sont des signes qui doivent nous interpeller et demander l'avis du spécialiste, de l'ophtalmologiste. Ensuite, vous avez, notamment dans le cas de leucémie, c'est un enfant qui est souvent anémié, qu'on a plusieurs fois transfusé en urgence ou dans un hôpital, et qui malheureusement, malgré les transfusions, il reste toujours anémié. Et c'est un enfant qui fait des fièvres. Et très souvent, on les considère comme des palus qu'on traite, mais qui ne s'améliorent pas. C'est un enfant qui fait des infections à répétition, qui rencontre le médecin qui prescrit une antibiothérapie bien conduite, mais qui malheureusement n'arrive pas à soulager l'enfant de ces infections. Ensuite, nous avons parlé du néphroblastome, donc c'est une masse abdominale qui a tendance à déformer l'abdomen de l'enfant et qui peut être de découverte fortuite par un médecin au cours d'une consultation de routine, ou alors constatée par la mère, constate que le ventre de l'enfant est quelque peu déformé, où il y a une sorte de boussure, ou c'est l'enfant qui vient vers sa mère, qui lui dit « Ah maman, je sens une masse dans l'abdomen ». C'est un enfant qui joue, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes précis, alarmants de douleur, Alors, il peut avoir des douleurs en fonction de l'étendue de la tumeur. On peut constater des troubles du transit. C'est un enfant qui peut être constipé ou provoquer une constipation parce que la masse a tendance à comprimer certains sens. C'est un enfant qui peut avoir ce qu'on appelle des hématuries. Lorsqu'il urine, il y a du sang qu'on voit dans les urines. Et donc, ce sont ces signes-là qui doivent pouvoir interpeller les parents ou le médecin consultant. Quand j'entends découverte fortuite, on peut encourager aussi les parents à faire des examens, des consultations préventives. Je dis que même si l'enfant n'a rien, on peut l'envoyer en visite pour voir. Ce n'est pas notre mentalité trop, hein, mais de temps en temps, il peut aller à l'hôpital pour qu'on puisse se regarder. Alors, les consultations fortuites, ce sont des consultations, je dirais, je veux dire généralistes. On va voir le médecin parce que l'enfant a une otite et tout ça. Et le médecin, dans sa pratique, il fait un examen général. Et donc, c'est en palpant l'abdomen de l'enfant il va sentir une masse. Et en ce moment, il va demander une échographie ou une imagerie, un scanner en fonction des moyens des parents. Et qui va faire le diagnostic de la tumeur qui va se développer au départ. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur. On reviendra à vous tout à l'heure. Juste le temps de vous laisser souffler un peu. Vous avez cité un peu les signes et tout qui doivent interpeller un parent. Nous avons avec nous Maman Togo et sa fille. On va laisser la parole à Maman Togo pour nous expliquer un peu son expérience. Comment est-ce qu'elle est arrivée au CHU? Comment est-ce que ça s'est passé par rapport à la découverte du cancer de son enfant et quel type de cancer elle manifeste en fait? Qu'elle était née. Oui. Elles sont deux, elles sont jumelles. D'accord. L'autre là, celle-là, elle ferme ses yeux et puis elle ouvre. Un œil là, elle ferme et puis elle ouvre. Elle ferme et elle ouvre. Au fur et à mesure, bon, les nuits comme ça, l'autre œil là, ça brille. D'accord. Ce que le docteur expliquait. Voilà, l'autre œil là, ça brille. Maintenant, l'autre là, c'est normal. Maintenant, l'autre là, quand il ouvre comme ça, il voit que dedans là, ça brille. Elle avait combien de mois? Elle avait, bon, au moins 2 mois comme ça. 2 mois, ok. 2 mois. Maintenant, il voit que c'est pas la même chose avec l'autre là. Maintenant, j'ai appelé son papa pour lui dire, ah, aide de l'enfant là, j'ai un problème. On a qu'à essayer de voir qu'il y a un problème sur l'autre œil là. Et il voit que ça brille, mais l'autre là brille pas, mais l'autre là brille. Et, bon, on va voir, on va aller voir à l'hôpital comment ça va se passer. Et on est arrivé au CHU. On a trouvé le docteur Ndoumi même. C'est le docteur Ling, le docteur Ndoumi, on a trouvé là-bas. Bon,
reçu et puis on a vu, bon, ils ont regardé l'enfant, ils disent que c'est un cancer. Bon, nous-mêmes là, nous, depuis ici, là, il ne connaît même pas le cancer, il n'a jamais attendu le nom même. Bon, quand ils m'ont dit ça, bon, en tout Après cas, les examens. C'est oui, après, oui. voilà. Après les examens, puis on nous a dit que c'était ça. Mais quand ils m'ont dit la même, ça m'a fait mal, j'ai pleuré même. Bien sûr. Ils m'ont dit qu'ils vont, quand ils vont finir de faire les examens, tout bien, bien. Ils vont faire l'opération et puis ils vont enlever un œil. Moi-même, je ne voulais même pas. Ça me suis dit non, que ce n'est pas un problème, qu'ils ont dit que non. S'ils n'ont pas fait l'opération, forcément ça va, on ne souhaite pas que ça peut toucher l'autre là. Bon, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Si on finit de faire le traitement, ce que le docteur dit, on va essayer de faire ce qu'ils ont dit. Après maintenant, ils sont allés opérer et de l'enfant là. Ils l'ont opéré à combien de mois? Ils l'ont opéré à 4 ans. À 4 ans, ok. À 4 ans. Bon, ils ont fini de faire l'opération. On est parti, on a fait chimio encore. Après, maintenant, on est parti à la maison. Ils nous appelaient encore. On a fait deuxième chimio. On a fait 3 fois, mais ce n'est pas 2 fois. Après, maintenant, là, on est allé à la maison. Quand on est parti à la maison, bon, ils nous ont donné au moins, je ne sais pas, c'est 2 mois ou bien 3 mois. On est revenu, ils ont regardé, ils ont fait les chimios encore. Quand ils ont fait ça, jusqu'à actuellement même, on continue de faire le traitement. De 4 ans jusqu'à actuellement, elle a 12 ans. Mais elle va à l'école sans problème, elle arrive à suivre. Oui, Ça va? ça va. Elle est en quelle classe? Elle est 5e. Elle est en Elle 5e. est en 5e. Ça n'a pas été facile. En tout cas, c'est pas facile. Hein? Oui. On a dépassé plus que 2 millions même. Non, c'est surtout ce point-là. C'était pas facile. Souvent même là, on n'arrive même pas à faire autre chose même. C'est dépense là seulement on fait. Surtout qu'elle est jumelle, il fallait aussi s'occuper de l'autre. L'autre aussi, Oui. puis elle aussi. Donc, quand il partait au Chi pour aller faire le traitement, il laisse l'autre là dans la main de son papa. Et puis celle-là, je la prends pour aller au Chi. Souvent, bon, quand il va matin comme ça, il peut venir à 23h à la maison, mais souvent minuit comme ça à la maison. C'était pas facile. Donc, ça a beaucoup affecté la vie familiale. Hein? Ça a beaucoup touché la vie familiale. Trop même. Mais le foyer, le couple, parce qu'il y a beaucoup le foyer même là, ça balançait même. Voilà, il y a beaucoup de familles qui sont brisées. Le foyer même, ça balançait. En tout cas, c'est Dieu. C'est dur. C'est Dieu. Elle a été opérée au moins 5 fois. 5 fois? 5 fois. 5e fois, ils ont fait ça devant moi. D'accord. Le docteur me dit de sortir, maman de Togo, il faut ça. Il dit non, au-delà. C'est tout ce que Dieu fait. Bon, au-delà, je vais rester avec elle. Pour assister. Voilà. Ils ont fait l'opération. Donc, il était là et puis ils ont fait 5e opération là. Le docteur lui-même, il m'a posé des questions. Et puis j'ai répondu. Il dit, mais pourquoi tu es comme ça? À chaque fois que tu viens à l'hôpital, tu viens seul. Ton mari ne vient pas, il te donne l'argent, tu viens. Mais à chaque fois que tu ne viens pas avec quelqu'un, tu viens seul. Qu'il y a quoi? Lui-même, il m'a demandé si je suis parti à la Bec pour revenir. Il dit non. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, c'est la foi. C'est ça. Sinon, en tout cas, ce n'était pas facile. Enfin, j'imagine. C'était pas facile, hein? J'imagine. C'était pas facile. Merci beaucoup à vous. À chaque fois, je pleure. C'était pas facile. Pas facile. C'est ça. Adama, comment tu vas? Ça va. Comment ça se passe à ton niveau? Aujourd'hui, avant, tu ne savais pas trop ces moments qui s'occupaient de toi et tout. Et maintenant comment tu as découvert que tu étais malade? Comment on t'a expliqué? Comment ça se passe à l'école? Pas bien. Tu arrives à voir? Oui. D'accord. Les professeurs, ils t'aident? Oui. Et les relations avec les autres enfants, les amis? Ça se Les passe gens ne te bien. fatiguent pas, rien? Non. Tout le monde est gentil. Tu arrives à tout faire, tu vois bien. Oui. Ah, bravo à nos médecins. Bravo. Merci. D'accord. Et la chimio, est-ce que ça te rend malade? Parce qu'on nous dit souvent que la chimiothérapie, ça fatigue aussi le corps du malade. Mais toi, ça va. Maman peut répondre. Comme elle Oui, est ça timide. va. Elle seulement, en tout cas, ça va. Elle Bon, supporte. quand ils avaient commencé le chimio, là, elle vomissait un peu. Mais maintenant, après ça, là, ça va. Ça va. Même, à l'école même, là, c'était pas été facile. Et ses amis, là, quand elles sortent comme ça, là, ils disent non, l'autre a dit un œil, l'autre est cassé, Ouais, l'autre est cassé. souvent, Rentrer les ici, enfants, sortir des ici. choses à ne pas faire. Oui, les enfants prennent pour faire autre chose. Donc, souvent, elle pleure, elle vient à la maison. Un jour, même, elle est venue m'expliquer que non, c'est voilà ce que ses amis ont dit, ses camarades ont dit, que voilà ça, voilà ça. Il dit non, il faut laisser. Tu n'as pas chier à l'église, tu n'as pas chier à la mosquée, c'est Dieu.
Donc, il faut prendre ça avec la foi. Tout ce Enfin, que Dieu c'est fait est bon. important. Ça fait mal, mais il faut serrer ton cœur, ça va passer. C'est important de dire aux parents qui nous regardent d'éduquer leurs enfants à la charité. Les enfants sont méchants très souvent. Ils se Très moquent méchants. de tout. Même si C'est ton ça. sac est gâté, c'est déchiré, ils vont se moquer. Ça, c'est vrai. Donc, c'est aux parents maintenant de montrer à leurs enfants que ce n'est pas bien d'enfoncer quelqu'un qui souffre déjà. Alors, quand les enfants ont fait ça, ils sont moqués d'elle, là, ils sont allés me plaindre à l'école là-bas. Ils expliquaient ça à les maîtres là. Ils ont commencé à insulter les enfants, ils ont commencé à frapper les enfants là. C'est ça. Ils sont informés de ce qu'elle a. Ils sont informés. D'accord. En tout cas, ce jour-là, quand je suis partie à l'école, là, c'était pas facile. Vraiment. J'ai insulté tout le monde. Voilà, tu as bien J'ai réagi. pleuré. C'est bien. Voilà, c'est bien J'ai parce qu'elle a besoin de se sentir. En tout cas, et même quand ils m'ont vu là, je pleure, j'écris et puis je les insulte. Voilà. Tout le monde. Déverser sur ton voilà, et même fardeau, quand ils ont c'est vu ça, important. ils ont vu que c'était pas facile, que j'ai mal dans mon cœur. C'est ça. Ils ont arrêté de faire les conneries. Même les maîtres là, ils étaient dedans. Il y a une même qui a dit ton nez qui est cassé là. Moi, je vais casser Wow. 2 hommes là pour mettre dessus encore. Non. Ok. Ouais, tout ça là, c'était pas facile. C'est pas gentil. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage à vous, Merci. maman. Merci. Togo, au besoin, on reviendra encore vers vous. Merci, Adam. Et ces résultats, c'est bon? Oui, c'est bon. À l'école, ça C'est va? bon. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On va être médecin. Mais Tu vas être médecin. C'est bien. veux soigner. Docteur Louis, voilà. Non, la relève, C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Kwame, de l'ONG Solterre, quel est votre rapport, votre participation dans cette lutte-là avec le CHU et l'hôpital mère-enfant? Comme vous le voyez, les parents expliquaient des problèmes. Donc, ça veut dire qu'après, en dehors du cadre médical, Oui. il y a plusieurs facteurs qui entourent, en tout cas, la question. Donc, il y a les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux. Voilà, donc, c'est véritablement sur ce point-là que nous on intervient, financier également. Voilà, parce que, comme on l'a dit, le traitement est très coûteux. C'est ça. Voilà, donc, dans un premier temps, sur le plan psychologique, on a un psychologue qu'on met à disposition de l'unité d'oncologie des 2 centres D'accord. qui assistent ces différentes familles-là. Parce que lorsqu'on annonce le cancer chez un enfant, en tout cas, c'est toute la famille que ça bouleverse. Où on va trouver l'argent pour faire le traitement. Pour le commun des mortels, lorsqu'on dit cancer, c'est égal à la mort. Donc, automatiquement, même d'autres même font même le funérail, même avant le décès de l'enfant. Exactement. Donc, il y a toutes ces situations-là que le psychologue doit pouvoir, émotionnel que le psychologue doit pouvoir gérer et les amener à adhérer au traitement. Surtout qu'avec nos médecins, on a de meilleurs résultats lorsque le traitement est suivi régulièrement. Donc, il y a ce travail psychologique qu'on doit faire auprès de ces familles-là. Et le médecin et le psychologue dédié à cela, ça t'aide. À côté de ça, il y a aussi le soutien financier. Et le parent qui arrive à l'unité d'oncologie, qui ne sait pas de qu'est-ce qu'on appelle un cancer, il ne s'attend pas, en tout cas, à des dépenses énormes. Il arrive, il se dit, bon, c'est juste une consultation comme de manière classique. On fait notre ordonnance et puis on va payer. Arrivé, on te dit, non, tu dois faire un bilan. Le bilan est très coûteux. Il y a des bilans qui vont jusqu'à peut-être 100 000, 200 000 par moment. Donc, souvent, le parent même est bloqué. Et à cet effet, on a une activité, on appelle le fonds d'urgence, qu'on met à disposition. Donc, en fonction de ce que peut-être le parent a, ou bien de ce qu'il n'a pas, on décaisse pour que ce parent puisse peut-être réaliser ses examens. Même au cours du traitement, c'est tout un bilan. Il y a plein de bilans qu'on fait dans la prise en charge du traitement du cancer. Bilan avant chimio, bilan après chimio. Donc, à un moment donné, les parents sont soufflés financièrement même. C'est clair. Donc, ce petit fonds-là, qui n'est pas beaucoup, mais arrive à aider certains parents à avancer dans le traitement. Par exemple, parents, on lui dit, bon, d'accord, fais un bilan de 5 000, de 10 000 pour qu'on puisse faire ta chimio. Il n'a pas les 10 000. On fait comment? On est bloqué. Donc, ce fonds-là permet d'aider. Donc, on a nommé le fonds d'urgence. Donc, c'est une de nos activités. Et d'où proviennent les fonds, en fait? Bon, les fonds proviennent depuis notre siège. Parce que l'ONG Solterre, c'est une organisation italienne. D'accord. Une fondation italienne, donc dont la représentation est une version locale au niveau de Côte d'Ivoire. D'accord. Nous, on coordonne le volet local. Donc, parmi les activités également, il y a aussi on a une maison d'accueil. Une maison d'accueil qui héberge ces familles-là durant leur traitement au niveau d'Abidjan. Vous savez que les unités de traitement, il y a 2 seulement au niveau. Non, 2.
une pilote à Boaké, mais deux principales unités en bonne et due forme. Crècheville, hôpital mère-enfant. Donc, on voit que tous les malades du pays descendent au sud ici. Donc, tout le monde se retrouve à Abidjan ou bien à Benjerville. Voilà. Donc, le traitement qui dure 6 mois, 1 an, 2 ans pour certains, la famille doit faire la navette. Lorsque tu finis ta chimie, tu dois pouvoir sortir du lit, retourner en famille, puis revenir. Donc, ceux qui viennent de l'intérieur, souvent, ils ont des difficultés pour pouvoir s'héberger au niveau d'Abidjan. Donc, l'activité de la maison, c'est pour pouvoir aider ces familles-là à avoir un toit, à pouvoir bénéficier d'une assistance au niveau de la nourriture, en tout cas au niveau de la prise en charge sociale, pour pouvoir bénéficier facilement des traitements. Donc, cette activité qu'on met aussi à disposition pour accompagner la prise en charge. La dernière et principale activité aussi, c'est la sensibilisation de la population et puis la formation continue des agents de santé au diagnostic précoce. Parce que je parle sur le projet de Tendoumi, effectivement, tous les médecins qui sont formés n'ont pas cette compétence-là de diagnostiquer précocement le cancer. Ce qui fait que tous ceux qui arrivent par moment au niveau de l'unité, ça a des stades très avancés de la maladie. Parce que, bon, c'est vrai, il y a le fait que souvent ils passent sur le féticheur, souvent ils passent sur le pasteur, souvent même ils font un peu d'automédication. Mais souvent aussi, même, ils ont rencontré des agents de santé, infirmiers, sages-femmes, bien médecins, mais qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc, lui, à son niveau, il a traîné avec, mais il a essayé de traiter à sa manière. Donc, à un moment donné, sa flamme, il ne maîtrise plus, aller à Abidjan. Or, au moins, on va arriver à Abidjan, le stade est avancé. Donc, on s'est dit aussi que c'est vrai, on est ici en train d'aider à la prise en charge, mais il va falloir faire un travail en amont. C'est comme ça qu'on a initié cette activité. Et avec l'équipe médicale, les spécialistes, et on passe de région sanitaire en région sanitaire pour pouvoir former les agents de santé. Voilà, pour qu'ils puissent tout de suite avoir cette compétence de détecter précocement et référer précocement. Parce que plus c'est détecté précocement, plus il y a plus de chances de guérison. Voilà. D'accord. Quand vous parlez de détecter précocement, je sais que dans le cas du cancer du sein, il y a des campagnes qui sont organisées, il y a des dépistages sur place et tout ça, mais je veux comprendre concrètement pour le cancer pédiatrique. Comment est-ce que c'est organisé? C'est des prises de sang? Comment ça se passe? Je vais répondre un peu, tant que le spécialiste, docteur Dmi va compléter. D'accord. Tout à l'heure, il a dit que l'œil qui brille dans le noir avec une flash. Mais un médecin ordinaire ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Il peut y aller comme ça, bon, et puis il passe. Il ne peut pas faire attention. Ou bien il envoie, ou bien un enfant qui est parti à l'hôpital, il part, il trouve que le ventre est un peu dur. Ça peut être une constipation, il peut mettre un sirop sans toutefois se penser que ça peut être un cancer. Or, lorsqu'il a la formation, qu'il a ses réflexes, lorsqu'il est en face de ce genre de situation, il va essayer de bien regarder. Et tout de suite, s'il y a un premier examen à faire avant de référer, il va le faire et puis chercher à référer. Voilà. Sans oublier aussi que dans le cadre de cette activité de formation de diagnostic précoce, on a créé des groupes WhatsApp, des réseaux. Donc, ces infirmiers et ces agents de santé qui ont été formés là, lorsqu'ils sont en présence d'un cas de ce type, selon les signes que les spécialistes leur ont enseignés, ils peuvent même partager la photo même dans le groupe. Donc, automatiquement, les gens réagissent, les spécialistes réagissent. Si c'est un cas qui ressemble un peu à ça, l'inspection visuelle. Et voilà, et il vient vite, et puis bon, voilà, on arrive à vraiment tirer les enfants d'affaires. D'accord. Docteur. Alors, oui, alors, pour apporter quelques éléments de précision, je crois qu'il a dit l'essentiel. Comme je disais, chez l'enfant, on ne retrouve pas d'étiologie comme chez l'adulte. Bon, il est fumeur, il est alcoolique. Ce sont des signes de dépistage, non, des signes qui nous permettent qui font penser à un cancer. Et ce sont ces éléments-là que nous avons essayé de citer tout à l'heure. Vous avez entendu maman Togo qui a dit que l'œil de l'enfant brillait et tout ça. Donc, vous voyez qu'elle a dû prendre du temps avant de venir entendre la pathologie. Le cancer aussi, il a évolué. Alors, ce qui est en fait, la petite parenthèse, c'est que lorsqu'un cancer est diagnostiqué, s'il n'est pas pris en charge, il évolue inéluctablement vers un pronostic qui est sombre. Voilà. Donc, voici la triste réalité. Donc, c'est une hématurie chez un enfant. Et donc, il faut que les agents de santé soient informés. Et il y a un élément important qu'il faut retenir. Lorsque, en tant que médecin, vous soignez une lésion, vous avez parlé tout à l'heure de conjonctivite ou l'œil qui larmoie, il va voir le généraliste, on lui prescrit des gouttes, et puis les choses ne s'améliorent pas. La symptomatologie ne s'améliore pas.
il faut se poser les bonnes questions. C'est- Voici l'essentiel du diagnostic précoce. L'enfant arrive avec une masse. On lui prescrit des anti-inflammatoires, des crèmes et tout ça. Malheureusement, la lésion ne se réduit pas. Elle a plutôt tendance à prendre du volume. Mais il faut se poser les bonnes questions. C'est ça. Donc, une lésion qui, malgré un traitement, on va dire, conduit par un médecin, un professionnel, qui ne s'améliore pas, ben, il faut penser à un cancer chez l'enfant. Une anémie qui est régulièrement transfusée. Aussi un enfant qui, toutes les 2 semaines, quand il arrive à l'hôpital, on lui fait une numération, on constate qu'il lui faut du sang. Donc on le transfuse, on lui fait son antibiothérapie, il rentre à la maison. 1 mois après, il revient encore pour le même tableau. Ben, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voici l'essentiel du message qu'il faut Le message aussi, c'est encourager tous les agents de santé à se recycler parce que la science évolue. On a quitté le banc depuis 15-20 ans. Il y a l'expérience qui parle, mais il faut toujours chercher à se recycler, même si on n'a pas la chance d'avoir l'ONG pour nous accompagner. Et chacun essaie de se recycler pour être au bout du jour par rapport à cette Alors, dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'avec l'ONG, nous avons fait presque le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait toute l'Ouest, nous avons fait Korogo, nous avons tourné depuis 2015 que nous essayons de sensibiliser. Alors, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, les maladies qui étaient au devant chez les enfants, c'était les maladies infectieuses. Donc, tout ce qu'on appelait les infections respiratoires aiguës, on appelait les IRA, le paludisme, les diarrhées. Et ce sont ces pathologies-là qui avaient un pronostic véritablement sombre et on avait des chiffres qui n'étaient pas favorables. Et c'est pour cela que l'État et le gouvernement a plutôt axé son action sur ces pathologies-là. Alors, il se trouve que progressivement, nous sommes en train d'améliorer ces chiffres. Et donc, il y a d'autres pathologies qui sont en train de prendre le devant, comme le cancer, voilà, certaines obésités, etc. Parce que pour faire une comparaison, le cancer, par exemple, en Europe, c'est la première maladie chez l'enfant. Là-bas, les maladies infectieuses sont plus ou moins jugulées et maîtrisées. Et c'est le cancer qui vient en premier. Et en mortalité, en cause de décès, ce sont les accidents de la voie publique. Viennent ensuite les cancers. Alors qu'ici, ce sont les maladies infectieuses et avec le paludisme au devant. D'accord, merci docteur, merci pour votre rapport. Je suis un peu intriguée quand j'entends qu'il y a 2 unités en Côte d'Ivoire, c'est ça, hein, qui s'occupent pleinement du cancer et l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, je pense, est un peu lésé. Si quelqu'un est malade à Bondoukou, on doit le référer à Abidjan, le temps d'avoir le transport même et arriver. C'est pas tout ça des risques et tout. Je pense que le ministère de la Santé doit réagir sur ce point-là, docteur. Oui, effectivement, la réponse rejoint un peu ce que je viens de dire. Ce n'étaient pas des maladies qui étaient prioritaires. Et vous imaginez qu'en tant que spécialiste, nous sommes spécialistes en oncologie pédiatrique. Nous sommes 7. 7 ou 8. 7 ou 8. Wow. Nous avons le professeur Tebi, le docteur Koucheri, moi-même, docteur Akoun, docteur Yaougui qui ont été formés cette année, docteur Yaouka. Wow. Et puis le docteur Yao Christian de Boaké. Voilà. Donc nous sommes 7. Pour vous dire que ce sont des maladies qui n'étaient pas au devant de nos préoccupations. Et ça se comprend. C'est une maladie de riches, on disait. Oui, mais il n'y en avait pas. Vous arrivez, jusqu'à présent, même quand vous arrivez aussi aux urgences, 40% de nos patients hospitalisés sont hospitalisés pour le palud. Voilà. Et quand vous allez faire les chiffres de décès, mais ce sont des pathologies infectieuses qui sont toujours un peu au devant du tableau. Mais ça, ce n'est pas lié, comme vous l'avez dit, à un souci de diagnostic. Parce que c'est vrai, si on ne peut pas déterminer que c'est ça, surtout ceux qui sont à l'intérieur, et puis qui vont se soigner à l'indigénat, il y a un terme générique qui me donne mal au cœur, que les gens emploient souvent, plaie de ventre. Quelqu'un a mal au ventre, on ne cherche pas à aller plus loin, quel que soit le type de douleur. Peut-être que c'est lié à ça. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus de cas? Mais puisqu'on ne peut pas le déceler, puisqu'il n'y a pas de diagnostic effectif. Alors, les statistiques nous ont donné des chiffres. Quand ils ont fait l'évaluation, ils s'attendent à 2000 cas en Côte d'Ivoire. Alors, si vous voulez faire
la comparaison avec les maladies infectieuses, comme on dit, il n'y a pas match. match. C'est ça. Il n'y a pas match. D'accord, docteur. Pouvez-vous nous donner un peu le coût d'un traitement? D'abord, est-ce que les enfants guérissent du cancer? Est-ce qu'un enfant peut guérir définitivement du cancer? Et je voudrais avoir un peu l'estimation des coûts d'une prise en charge totale. L'avantage, si vous me permettrez le terme, du cancer pédiatrique, c'est qu'il se guérit. Wow, ça, c'est une bonne nouvelle, Oui. par contre. Il se guérit pourvu que le diagnostic soit précoce. Et c'est pour ça que M. Kwame a insisté sur la précocité du diagnostic. Et qu'il y ait les moyens de prendre en charge cet enfant, aussi simplement. Le diagnostic est précoce, il arrive, nous avons la chimiothérapie, nous avons les spécialistes qui sont présents, on le prend en charge. Il n'y a pas de raison qu'ils ne guérissent pas. Pour vous dire qu'en Europe, ils sont à plus de 85% de guérison, le taux de rémission. Voilà. Dans certains pays, ils sont à 90%. Voilà. Ici, nous sommes à 35%. 35. Mais il y a une vingtaine d'années, on était à 5%. Ah, Wow. il y a une évolution. Il y a une évolution, mais fulgurante. Mhm. Et ça me permet de dire un grand merci à toutes les ONG, je ne vais pas pouvoir les citer toutes, mais toutes ces ONG qui nous soutiennent. Et ce que nous proposons aujourd'hui à la télévision, en parler du cancer, c'est ceux qui vont avoir de bonnes volontés qui passeront nous voir C'est et ça. qui vont nous mettre à disposition C'est ça. voilà, certains médicaments, la chimio, et pour prendre en charge ces enfants. Et il n'y a pas de raison que ces enfants-là ne guérissent pas. Nous avons après vous avez... Oui, Adama, bien sûr. Mais elle, c'était le cancer de l'œil. Oui. Bon, vous avez toutes les autres tumeurs qui viennent et qu'on arrive à mettre en rémission complète. D'accord. Alors, la rémission complète, c'est le stade du traitement où on ne retrouve plus de tumeurs chez cet enfant avec les examens paracliniques. D'accord. Voilà. Vous faites tous les examens biologiques, radiologiques, vous ne trouvez aucune trace de cancer. En ce moment, vous dites que le patient est en rémission et vous passez à la fin du traitement, à la phase de surveillance. Et la surveillance dure en moyenne 3 ans, sinon 5 ans. Voilà. Donc, si après 5 ans de surveillance, vous n'avez pas de rechute ou de cellules tumorales qu'on peut détecter à un examen paraclinique, mais en ce moment, vous déclarez que l'enfant est guéri, vous le libérez. Wow. Ça fait plaisir d'entendre ça. Monsieur Kwame, est-ce que vous avez vécu une expérience qui vous a bouleversé dans votre marche de coordinateur? Une expérience qui a dû vous bouleverser, qui vous a encore donné la force de continuer cette lutte-là? Oui, beaucoup. Il faut dire que ce n'est pas facile. Hein. Moi-même, quand j'ai commencé au niveau de l'unité d'oncologie, en ce moment, il y avait peu de moyens même. Et que beaucoup d'hommes ne connaissaient pas l'unité, il n'y avait pas beaucoup d'appui. Donc, c'était quand même difficile d'avoir les intrants pour la prise en charge avec les médicaments, tout ce qui y va. D'accord. Bon, il y a un malade, le monsieur voyait son enfant, c'est un buccide. Or, le buccide, lorsqu'on ne traite pas, ça flamme. Donc, du coup, la masse grossit, ça déforme le visage de l'enfant. Le monsieur a assis son enfant. En tout cas, chaque jour que Dieu fait, la tumeur évoluait. Les médecins, tout le monde était désarmé parce qu'il n'y a pas véritablement la disponibilité des anticancéreux. Jusqu'à ce que l'enfant s'en aille dans la main du monsieur comme ça. Moi-même, ici, rentré au bureau et purée. Non, est-ce que vous bénéficiez aussi de l'accompagnement psychologique? Parce que quand on dit... Il travaille le psychologue, donc souvent on échange. Donc, ça, ici, rentré dans mon bureau, pleurer, ça n'a pas été facile. Pas du tout été facile. Mais après ça, on s'est dit, ok, d'accord, donc là, il y a véritablement un combat à mener. C'est ça. Véritablement un combat à mener. Et donc, dans un premier temps, on a commencé un peu à sillonner un peu au niveau national, les organisations de la société civile, rencontrer d'autres fondations même. C'est ça. On veut dire qu'il y a tout à passer réalité. C'est ça. Est-ce que vous ne pouvez pas venir nous accompagner, voilà, pour qu'on puisse vraiment aider? Donc, on a communiqué autour. Et à travers les activités de sensibilisation et de formation là également, on communique. Aujourd'hui aussi, Dieu merci, on vous dit merci. Vous nous donnez l'occasion également de communiquer. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Parce qu'on se dit aussi qu'après cette émission, d'autres personnes pourront nous approcher. Bien sûr. Ensemble, on se mettre ensemble pour faire agrandir la famille, pour soutenir véritablement l'œuvre. Donc, en tout cas, c'était l'expérience qui m'a beaucoup fatigué. D'accord. Et après, donc, vous voyez qu'il a mesuré vraiment la portée. Et c'est comme ça que, avec nos patrons en Italie,
on a commencé à proposer beaucoup de choses. Nous, au départ, quand ils sont venus, quand ils commençaient, c'était juste la chronothérapie et puis le soutien psychologique. Mais après, il a dit non, il y a beaucoup encore de choses à faire pour pouvoir rendre la prise en charge vraiment, en tout cas, efficiente pour le tout. D'où le projet des maisons d'accueil. Au départ, on n'avait pas de maisons d'accueil. Les malades, ils viennent et quand on leur demande de sortir, d'autres même refusent de sortir du lit. Donc, il y a des problèmes de gestion des lits avec l'équipe médicale, ça coinçait. D'autres, ils sortent aussi, ils squattaient les endroits du CHU, donc c'est réinfecté, il y avait des échecs thérapeutiques. D'autres même abandonnaient le traitement. Parce que faire la navette, ça les fatiguait. Donc, on a réfléchi, on a pensé à cette maison d'accueil, aujourd'hui, qui fait qu'ils sont plus à l'aise quand ils viennent pour le traitement. Et que ce côté-là qui se les têtes, c'est le volet maintenant de trouver les moyens pour les médicaments. Mais il y a aussi d'autres organisations aussi qui étaient là avant nous, le GFAOP, le groupe franco-africain, qui a formé tous les spécialistes. Mais ce groupe-là aussi met à disposition des anticancéreux. Ce qui fait qu'on a les 35%. Sinon, tous ceux qui passent à l'unité, rares sont ceux qui peuvent payer le traitement du début à la fin sans apport. Ce n'est pas possible. Parce que le minimum, là, je pose la question, le minimum, c'est au moins 2,5 millions pour être à l'aise, pour arrêter ton enfant. Ça, même, c'est le but-kit. Sinon, il y a d'autres cancers qui sont plus élevés, comme la leucémie, beaucoup élevé. Aujourd'hui, avec ces différents apports-là, ça aide. Aujourd'hui, tout à l'heure, avant l'émission, j'avais dit que avec une connaissance, c'est le monsieur avec son équipe qui sont allés donner des médicaments là-bas. Toutes ces actions-là aussi aident. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a des actions spontanées, mais il y a quand même des actions qui sont pérennes. Vous me permettez d'ajouter pour vous donner un peu le circuit du malade. Lorsque nous recevons le patient en consultation pour la première fois, lorsqu'il a été référé, il y a ce qu'on appelle le bilan initial. D'accord. Alors, le bilan initial, il va tenir compte du terrain du malade. Est-ce qu'il a une maladie antérieure qu'il porte? Parce qu'il faut en tenir compte quand vous faites la chimiothérapie. Ensuite, il faut faire le diagnostic de la maladie elle-même. Donc, c'est vrai qu'il arrive pour une tumeur, mais il faut confirmer. Et puis, il faut faire le bilan d'extension. Et cela suppose que c'est ce qu'on appelle les métastases. S'il y en a dans la moelle, dans les os, etc. Donc, il faut faire tout ce bilan-là. Et puis maintenant, vous faites le bilan thérapeutique. Donc, c'est de voir si le foie fonctionne bien. Est-ce qu'il va tenir, il va pouvoir soutenir la chimiothérapie. Il faut voir, il faut faire quelquefois l'écho-cœur. Est-ce que son cœur pourra soutenir cette chimio, etc. Donc, c'est un bilan, comme il a dit, qui est souvent élevé. C'est ça. Alors, on se retrouve à dépenser 250 000 francs, voire 300 000 pour ce premier bilan. Et ce bilan est fonction du type de cancer. Alors, vous imaginez quand le parent arrive la première fois et qu'on lui sort ce bilan-là après la première consultation, c'est pas évident. Et on a des parents, par exemple, qui retournent au village parce qu'ils n'ont pas les moyens de poursuivre la prise en charge. Et c'est dans ce cadre-là que les ONG comme Solitaire, et le Rotary, etc., Lions Club nous aident à faire le diagnostic. Parce que si nous n'avons pas les diagnostics, on ne peut pas véritablement proposer de soins adaptés. On peut pas, et en plus, on ne peut pas les comptabiliser dans nos statistiques. Et voilà. Donc, le diagnostic, vraiment, il le faut. D'accord. Voilà. Et à ce stade-là, les parents, ils viennent de l'intérieur, donc il faut pouvoir le loger. Donc, ils posent des problèmes véritablement logistiques, comme on dit. C'est ça. Et puis, après ça, il faut faire la chimio. La chimio. Voilà. Et donc, comme il a dit, en fonction des pathologies et du poids de l'enfant, puisque la chimio se fait en fonction de la surface corporelle, donc en fonction du poids de l'enfant, ben, les chimios peuvent revenir un peu plus cher que d'autres. D'accord. Et pour terminer, avant la chimio, vous faites un bilan. D'accord. Après la chimio, vous faites un bilan pour voir exactement est-ce qu'il a supporté la chimio. C'est ça. En tout donc, cas, ça coûte cher. C'est ce qu'on retient. Et on a besoin d'aide, hein? On a besoin d'aide. Docteur, il nous reste juste quelques petites minutes pour terminer notre émission. Je voudrais qu'on puisse d'abord vous donner votre dernier mot et ensuite nous parler de la journée, qui est dédiée au cancer pédiatrique. On n'entend pas parler, on entend parler de Octobre Rose, mais il y a une journée qui est dédiée également aux enfants. Voilà. Alors, c'est une journée qui est, comme vous l'avez dit, qui est dédiée au cancer pédiatrique. Et qui existe depuis longtemps. Je n'ai pas les dates exactes en tête, mais en Côte d'Ivoire, nous l'avons initié
à partir du CHU de Trècheville, compte tenu des réalités que nous vivions. C'est ça. En 2015. Et en 2015, nous avions notre marraine, Mme Yolande Bakariko, qui nous a soutenus. Et c'est comme ça que nous avons initié cette journée, avec, chapeautée par le Programme national de lutte contre le cancer, et qui représente le ministère dans nos activités en ce qui concerne le cancer. Et cette année, le thème, c'est diagnostiquer précocement pour améliorer le pronostic, donc pouvoir guérir les enfants. Et comme on l'a dit, plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont importantes. Alors, quand le diagnostic est tardif, les chances de guérison sont moindres. Et en plus, même quand vous arrivez à guérir l'enfant, il s'en sort avec des séquelles. Voici la triste réalité. D'accord. Et pour terminer, si vous me permettez. D'accord. D'accord. Alors, je voulais déjà vous dire un grand merci pour ce que vous faites. Toutes les actions sont les bienvenues. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est ça. Et elles sont les bienvenues. Ce sont des vies que vous sauvez. C'est ça. Parce que si l'enfant n'est pas traité, c'est... Voilà. Et donc, l'action que vous posez est véritablement à tout son sens. Et vous me permettrez de vous dire vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites. Je vais dire également un grand merci à toutes les bonnes volontés. C'est ça. Vous avez des gens de grand cœur qui viennent comme ça au service qui disent, écoutez, moi je prends un enfant en charge. C'est ça. Vous voyez, vous avez toutes ces ONG qui sont à nos côtés. Aujourd'hui, de 5% de rémission, nous sommes à 35%. Vous imaginez? Et tout ça, c'est parce que toutes ces bonnes volontés, ces ONG sont là à nos côtés. L'objectif, c'est d'atteindre les 80-85%, comme en Europe. Voici là, le message que je voulais lancer, vraiment. Merci pour tout. Et vous avez le merci de tous nos enfants que nous suivons. Le merci du responsable de l'unité, Dr Coutiéré. Le merci du chef de service, le professeur Cissé. En tout cas, que Dieu puisse véritablement être à vos côtés. D'accord. En tout cas, merci à vous, Dr Ndoumi. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous nous avez fait vraiment l'honneur d'être sur notre plateau. Merci à M. Kwame. Maman Togo, vous avez un dernier mot, lancer un appel aux parents? Bon, en tout cas, ça va. Ça va. D'accord. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Manuela? Alors, que dire de plus? Juste courage à ceux qui traversent cette épreuve. Et si vous avez la chance d'avoir un enfant bien portant, vous avez l'obligation de prêter attention à celui qui souffre. Vous pouvez aider. Une seule personne peut changer beaucoup de choses. Quant à moi, je vous dis merci. Et puis, j'ai eu la chance de visiter les enfants en pédiatrie oncologique. C'est ça, c'est comme ça que ça se dit. Et aussi la maison Aquaba, croyez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Ce sont beaucoup d'âmes généreuses qui font l'effort, mais ça ne suffit pas. On a besoin de tout le monde. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Que Dieu vous bénisse. Amen.